bienvenue à tout le monde. Un des objectifs cet après-midi de ma collègue Céline Bastien, moi-même, le premier objectif, c'est de vous garder éveillés à cette heure-ci de la journée, là. C'est un bon moment pour faire une petite sieste. Mais au-delà de cet objectif-là, ce que je me propose de faire dans la prochaine heure, c'est de passer en revue quelques notions de base sur le sommeil normal. Par la suite, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est du manque de sommeil, c'est quoi les principales conséquences sur le plan cognitif, sur le plan des habitudes mentales, sur le plan de la santé publique en termes de sécurité et santé. Puis par la suite, je vais aborder le volet plus insomnie, une thématique sur laquelle je travaille depuis un bon nombre d'années. Donc, je vais aborder la notion de la nature de l'insomnie, qu'est-ce que c'est exactement, les principales causes et les conséquences de l'insomnie. On va distinguer insomnie de privation de sommeil. Et par la suite, je vais aborder des moyens concrets ou pratiques pour prévenir ou gérer les difficultés de sommeil, surtout l'insomnie. J'entrerai pas beaucoup dans le détail d'autres troubles du sommeil. Ma collègue Céline Bastien va parler un peu de ces problèmes-là et voir un peu comment on arrive au diagnostic, le traitement. Puis, on va avoir une période de questions à la fin, mais si vous avez des questions en cours de route, moi, ça ne me gêne pas du tout. Si vous m'interrompez puis vous avez besoin d'une précision, je peux l'apporter en cours de route. Si je vois que c'est quelque chose que je vais aborder plus tard dans la conférence, bien, je vous le dirai, puis on poursuit. Alors, voilà. D'abord, on parle de mythes et réalités sur le sommeil et l'insomnie. Bien, passons en revue quelques mythes qui ont la peau dure sur le sommeil. L'idée que ça prend absolument 8 heures de sommeil ou que 8 heures de sommeil, c'est la règle d'or qui s'applique à tout le monde. Bon, ben moi, je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite, mais si c'est un mythe, ça veut dire qu'il faudrait peut-être corriger cette affirmation-là. Mais pendant la conférence, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement vrai. Un autre mythe, c'est que le sommeil avant minuit est de meilleure qualité. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de manquer le train s'ils ne vont pas se coucher à une certaine heure. Les besoins de sommeil diminuent avec l'âge. Est-ce que c'est vrai, ça? On verra que pas nécessairement. Et un somnifère peut induire un sommeil naturel. On est de grands consommateurs de somnifères ici au Québec en particulier et de toutes sortes de produits soi-disant naturels pour améliorer le sommeil. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Et qu'est-ce qu'il y en est du petit verre? On aime bien un petit verre avant de manger, mais qu'est-ce qu'il y en est du petit verre avant d'aller se coucher? Est-ce que vraiment ça peut nous aider à relaxer? Est-ce que ça peut améliorer le sommeil? Donc, vous aurez probablement les réponses à chacune de ces questions-là en cours de route. D'abord, pourquoi le sommeil est important? Je pense qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut donner. La première est la plus pragmatique, peut-être que c'est un peu circulaire, mais on peut se dire que si on passe à peu près le tiers de notre vie à dormir, ça doit être important quelque part, ça. Mais on sait tous aussi que le sommeil joue un rôle absolument vital, à la fois pour la santé physique et psychologique. Dès le moment où on ressent une certaine douleur, un inconfort, à coup sûr, le sommeil va écoper. La même chose, si on est stressé, si on est anxieux, déprimé, il y a de très fortes chances que ça affecte également la qualité de notre sommeil. Donc, le sommeil joue vraiment un rôle vital et pour la santé physique et pour la santé psychologique. Et je donnerai plein d'exemples en cours de route aussi pour illustrer davantage le lien entre le sommeil et la santé. Une bonne nuit de sommeil, on le sait, ça assure une bonne vigilance et un bien-être psychologique le jour. Et il s'agit simplement de passer une nuit blanche ou d'avoir une nuit de sommeil très perturbée pour se rendre compte des bienfaits du sommeil. Et enfin, au niveau des maladies aussi, on sait qu'un sommeil adéquat en termes de durée et de qualité, ça améliore notre système immunitaire, donc ça améliore la résistance contre certaines maladies et ça va contribuer aussi à une plus longue espérance de vie. Donc ça, c'est des généralités, mais on va avoir des exemples plus précis, plus concrets en cours de route.
Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que ça a l'air une nuit de sommeil. On le sait tous de notre expérience, mais il y a différents stades de sommeil. On sait très bien qu'au cours de la nuit, on n'a pas toujours la même profondeur de sommeil en début de nuit, en milieu de nuit. Il y a des périodes pendant le sommeil aussi où on rêve, donc on a toutes sortes d'imageries un peu bizarres. Mais ça ici, c'est ce qu'on appelle un histogramme du sommeil ou un hypnogramme du sommeil. Et c'est assez simple à suivre. Donc ici, on a les heures de la nuit, puis ici, on a nos différents stades de sommeil. On a essentiellement 5 stades de sommeil. Donc, on a les stades 1, 2, 3, 4, et on a un stade de sommeil qui est plus particulier ici, de l'anglais REM, pour Rapid Eye Movement. C'est parce qu'on a des mouvements oculaires rapides pendant ce sommeil-là. On l'appelle aussi en français sommeil paradoxal. Essentiellement, c'est le sommeil de rêve, ça. Mais si on prend le début de la nuit ici, ça prend à peu près, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, peut-être 10-15 minutes à s'endormir. Et si vous suivez la ligne ici, ça veut dire que cette personne-là s'endort au bout de 15-20 minutes. Elle passe en stade de sommeil 1 d'abord, pour quelques minutes. 5-10 minutes, le stade 1, c'est un sommeil très léger qui fait la transition entre l'éveil et un sommeil un peu plus profond qu'on va définir par le stade 2. Et c'est vraiment une période transitoire, ça. Et souvent, on va se surprendre à faire un sursaut. On était juste sur le point de s'endormir et tout à coup, là, on a l'impression qu'on va être réveillé vraiment pour un bon bout de temps. Mais habituellement, on repasse au stade 2 assez rapidement. Et le stade 2, disons que c'est là, habituellement, qu'on va parler d'un sommeil non équivoque. C'est-à-dire, il y a peu de chances que si on vous réveille en stade 2, que vous rapportiez subjectivement à être réveillé. Alors qu'en stade 1, il y a beaucoup de gens, même si les ondes de leur cerveau nous disent « vous êtes en stade 1 », il y a beaucoup de gens qui vont nous dire « j'étais réveillé, moi. Vous ne m'avez pas réveillé, j'étais réveillé ». Et on va voir que dans l'insomnie, ça nous joue des tours, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ne pas dormir, mais lorsqu'on les amène au laboratoire ou à la clinique pour évaluer leur sommeil, on se rend compte qu'ils dorment beaucoup plus que ce qu'ils nous disaient. Et ce n'est pas pour attirer notre sympathie, c'est simplement un phénomène perceptuel. Donc, on était au stade 2, et après un certain temps, on passe au stade 3 et 4. Les 3 et 4, là, souvent, on les regroupe ensemble, et c'est vraiment à cette période-là qu'on dort le plus profondément. C'est là que le bruit va besoin d'être plus intense pour nous réveiller. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se réveiller lorsqu'on est en stade 3 et 4 qu'en 2, 1. Ou même en sommeil paradoxal. Donc, on voit ici qu'après 1 heure de sommeil, c'est vraiment un sommeil profond. Et ça, on le sait habituellement, lorsqu'on va se coucher, c'est plus tranquille au début, puis après un certain temps, si le téléphone sonne, si c'est 1 heure et quart, bien, habituellement, on était déjà dans un beau sommeil profond. Et ici, graduellement, on remonte à la surface en 3, en 2, et ici, on a notre premier épisode de sommeil paradoxal. Donc, pendant cette période-là, on va rêver, on va avoir beaucoup d'imagerie. Chez les hommes, les enfants, les adultes, en santé, physiquement, il y a une érection à chaque fois qu'on entre en sommeil paradoxal. Donc, ici, on vient de compléter, et je devrais ajouter aussi, qu'il y a une paralysie des muscles. Même si l'imagerie ou l'esprit est hyperactif pendant le sommeil paradoxal, notre corps est complètement paralysé. C'est pour ça qu'on se sent souvent pris dans des rêves, qu'on est coincé dans une situation, on essaie de crier, puis on a la mâchoire complètement barrée, on essaie de s'évader de cette situation-là, puis on ne peut pas. C'est vraiment une paralysie. Donc, on l'appelle un peu paradoxal pour cette raison-là. Beaucoup d'imagerie. L'électroencéphalogramme indique une activité cognitive très intense, mais en même temps, au niveau corporel, on ne peut pas bouger. Donc ici, on complète notre premier cycle de sommeil et on en reprend un deuxième, un troisième. Et vous voyez que c'est toujours très bien organisé. À chaque intervalle de à peu près 90 minutes, on complète un cycle du sommeil. On voit que le sommeil profond prédomine dans la première moitié de la nuit, alors que le sommeil paradoxal, le sommeil de rêve, devient beaucoup plus intense et prédomine dans la dernière partie de la nuit. Donc, pour faire un petit sommaire, les stades 1 à 4, on appelle souvent ça le sommeil à ondes lentes. On associe ce sommeil-là au repos physique, très important pour la récupération physique. Si on prive sélectivement une personne de stade 3 et 4, il y a de bonnes chances qu'elle se réveille le lendemain et qu'elle ait des douleurs musculaires, squelettiques, qu'elle ne se sente pas bien.
Donc, le stade 1 représente seulement 5 de la nuit de sommeil, stade 2 à peu près 50 et 3 et 4 à peu près 5 à 20 en fonction du groupe d'âge auquel on appartient. Et on ne peut pas dire, ben, moi je vais juste prendre du 3 et du 4, on ne peut pas. Il faut passer par le 1, le 2, le 3 et le 4. Au niveau du sommeil paradoxal, ça représente à peu près 20 à 25 de la nuit chez un adulte. Chez un nouveau-né, le nouveau-né passe à peu près 50 de son temps en sommeil paradoxal. Donc, il y a une relation importante entre le temps qu'on passe en sommeil paradoxal et la maturation physiologique du cerveau. Et lorsqu'on vieillit en santé, habituellement, on préserve notre sommeil paradoxal. Les personnes qui vieillissent et qui développent une démence, par exemple, que ce soit une maladie d'Alzheimer ou autre, perdent beaucoup de qualité de sommeil en général, mais vont aussi perdre du sommeil paradoxal. Mais ne vous en faites pas, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ce n'est pas nécessairement parce que vous n'avez plus de sommeil paradoxal et que vous êtes dans cette phase de la vie où les processus cognitifs se détériorent. Les gens ne se rappellent pas toujours de leurs rêves, même si les gens nous disent ben, « moi je ne rêve pas jamais ». Si on vous demandait systématiquement, à chaque fois que vous vous levez le matin, de noter, d'essayer de vous rappeler de certains rêves, il y a de fortes chances que vous pourriez le faire mieux que si on vous demande, lorsque vous ne vous y attendez pas, de rapporter un rêve de la nuit précédente. Alors voilà pour ça. Je n'entrerai pas dans le détail de l'enregistrement du sommeil, mais c'est certain qu'on peut demander à une personne combien d'heures elle a dormi la nuit précédente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous joue des tours. Donc, une bonne façon d'avoir une mesure plus objective du sommeil, c'est en l'enregistrant avec des petits électrodes qu'on colle au cuir chevelu et ça l'enregistre les ondes du cerveau. Et on amplifie ces ondes-là et c'est essentiellement un courant électrique. Et selon le type d'onde qu'on enregistre, on peut déterminer si une personne est en stade 1, 2, 3, 4 ou sommeil paradoxal. Donc, il y a les ondes du cerveau, mais aussi on enregistre les mouvements oculaires pour détecter le sommeil paradoxal. Et aussi, on enregistre les tensions musculaires, habituellement au niveau du menton, qui nous servent également pour déterminer le type de sommeil dans lequel une personne est. Et on voit ici que ce n'est pas si encombrant qu'on pourrait le penser lorsqu'on va passer une nuit au laboratoire ou encore même on peut faire des enregistrements de façon ambulatoire. Il y a des personnes qui viennent nous voir à la clinique en fin de journée, en début de soirée. On branche les électrodes et ils repartent avec cette petite boîte-là dans une petite valise, puis ils peuvent aller dormir à la maison. Le lendemain matin, on les redébranche et on a toutes les données d'enregistrées qui nous permettent d'obtenir les mêmes informations que si on avait fait l'enregistrement à la clinique. Avec le sommeil aussi, les cycles de veille et de sommeil, c'est comme un rythme biologique. Et il y a plusieurs rythmes biologiques qui évoluent dans le même sens que les cycles de sommeil. Ici, je voudrais juste apporter votre attention à l'hormone, souvent ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, la mélatonine. Donc, on voit que la mélatonine est relâchée la nuit et le jour, c'est très tranquille. Mais la nuit, la mélatonine est produite par notre cerveau naturellement, mais seulement si on est dans la noirceur. Si on est éveillé et exposé à la lumière la nuit, ça va supprimer la sécrétion de mélatonine. Donc, pour les travailleurs de nuit, ça joue un rôle extrêmement important dans leur cycle de veille et de sommeil. Les travailleurs de nuit, bon, qui travaillent la nuit, mais non seulement ça, qui sont exposés au soleil le matin en rentrant à la maison, ça vient perturber leur cycle de sommeil qu'ils essaient d'aller chercher pendant le jour. On voit que la température du corps aussi varie avec les cycles de sommeil. Elle diminue d'à peu près 1,5 degré la nuit, augmente, surtout vers 4-5 heures du matin, qu'elle est à son plus bas niveau. Et si vous êtes éveillé à ce moment-là, ou les travailleurs de nuit encore le savent très, très bien, que c'est une période où c'est extrêmement difficile de passer à travers en termes de vigilance, parce que plus la température est basse, plus c'est difficile de demeurer vigilant. Donc, on sent aussi cette petite baisse-là en milieu d'après-midi. Il y a aussi une petite baisse de température corporelle à ce moment-là. Même si on pense que c'est dû au fait qu'on vient de manger et qu'on digère, c'est vraiment beaucoup plus relié à la température du corps. Et il y a l'hormone de croissance. Il y a plein de rythmes biologiques comme ça qui sont associés au cycle de veille et de sommeil. Maintenant,
il y a plusieurs facteurs qui influencent la qualité et la durée du sommeil. Mais le plus important, qu'on le veuille ou non, c'est l'âge. Donc, on ne peut pas passer à côté. C'est le facteur le plus important qui va affecter le sommeil. Et ici, cette diapo-là illustre un peu ces changements. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais ici, on a les décennies, 10 ans, 20 ans, 30 ans et ainsi de suite. Et ici, on a différentes bandes de couleurs qui reflètent la proportion de temps passé dans chacun des stades de sommeil. Puis, ce qu'on voit ici, ça, c'est les stades 3 et 4. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais ça diminue. La proportion de temps qu'on passe en stade profond, en sommeil profond, diminue graduellement en vieillissant. Et ça ne se produit pas là, à 65 ans lorsqu'on prend notre retraite d'un coup sec. C'est vraiment quelque chose qui se produit graduellement. Et déjà, je pense que tout le monde dans la salle ici, on est déjà un petit peu sur le déclin. On voit que après la trentaine, ça diminue graduellement. Mais ça devient surtout marqué, je dirais, dans la quarantaine, la cinquantaine. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on a moins de sommeil profond, ça veut dire que c'est compensé par plus de sommeil léger. Donc, en vieillissant, on se réveille plus facilement au cours de la nuit. Et avec ça, souvent, ça va être un peu plus difficile de se rendormir. Donc, on perd en sommeil profond, on en regagne un peu en sommeil léger. On voit que le sommeil paradoxal demeure très, très stable au cours de la vie, sauf chez le nouveau-né, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui passe à peu près 50 de son temps en sommeil paradoxal. Et le stade 2, c'est relativement stable. En vieillissant aussi, ce qu'on voit, c'est que les personnes passent plus de temps éveillées au lit. Donc, souvent, lorsqu'on vieillit, notre sommeil est moins efficace. Donc, au lieu de passer 7 heures au lit pour endormir 7 ou 8 sur 8, on va en passer 8,5, 9, puis on espère d'aller chercher notre 8 heures de sommeil, mais habituellement, on n'y arrive pas. Donc, on passe beaucoup plus de temps éveillé au lit, ce qui fait que notre sommeil est beaucoup moins efficace et il n'est pas nécessairement plus reposant parce qu'on passe plus de temps au lit. On se joue souvent des tours en allant se coucher plus tôt, en restant au lit plus tard, en disant « moi, si je ne dors pas, mon corps se repose », mais il faut faire attention. Surtout si on est vulnérable à faire de l'insomnie, c'est vraiment pas la bonne stratégie à utiliser. On devrait utiliser l'inverse, comme je l'expliquerai tout à l'heure. On devrait passer moins de temps au lit pour s'assurer que le sommeil, la pression de dormir soit plus forte, et à ce moment-là, on va avoir une meilleure efficacité de sommeil. Donc, combien d'heures de sommeil a-t-on besoin? On a vu que c'était notre premier mythe, que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil. Disons que lorsqu'on consulte les grandes enquêtes épidémiologiques, les gens qui n'ont pas de problème de sommeil rapportent habituellement dormir entre 7 heures et 8 heures et demie par nuit. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des différences individuelles et ce n'est pas tout le monde qui dort, qui a besoin de dormir 7 à 8 heures et demie. Donc, il existe des différences individuelles entre les petits et les grands dormeurs naturels. Donc, il y a des personnes qui peuvent très bien s'en tirer avec 5 heures par nuit et ne pas le ressentir le lendemain, être tout à fait en forme le jour. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de 9-10 heures de sommeil, sinon ils sont difficilement endurables le jour. Donc, il y a quand même des différences importantes. Et la moyenne est de 7 à 8 heures. Et il faut se rappeler aussi qu'il y a des variations d'une nuit à l'autre. Donc, une nuit, on peut dormir un peu moins que l'autre, et ça, il y a vraiment des variations. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de règle d'or qui dit que 8 heures, c'est la norme pour tout le monde. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge est un facteur très important. Donc, si chez un jeune adulte, c'est 7 à 8 heures de sommeil, bon, on sait très bien que chez un nouveau-né, c'est beaucoup plus. Ça peut facilement être 16, 17, 18 heures. Et en vieillissant aussi, on va dormir moins. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas parce qu'on a besoin de moins de sommeil en vieillissant. C'est tout simplement que notre sommeil est moins efficace. Tout comme on ne court pas aussi rapidement, on n'est pas aussi flexible à 60, 65, 70 ans qu'on l'était à 20, 25 ans, bien, le sommeil, c'est la même chose. On dort de façon moins efficace et au bout de la ligne, on va dormir un petit peu moins
que dans la quarantaine, la cinquantaine, mais c'est surtout que le sommeil, au lieu de l'avoir dans un seul épisode, on va aller le chercher en 2, 3 épisodes. Donc, il va être fragmenté, il va être interrompu par des périodes d'éveil de durée variable au cours de la nuit. Et les personnes qui peuvent se le permettre vont souvent compenser par une petite sieste le jour. Mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus pour expliquer oui ou non pour une sieste le jour. Toutes les espèces dorment, les durées varient beaucoup d'une espèce à l'autre, mais les dauphins, c'est assez particulier. Il y a des chercheurs qui étudient le sommeil, justement, chez ces espèces-là. Et ce qu'on a observé chez les dauphins, c'est que jamais que le dauphin est complètement en sommeil ou jamais qu'il est complètement en éveil. Donc, on a 2 hémisphères et lorsqu'un hémisphère est en éveil, l'autre peut être en sommeil et vice-versa. Mais jamais les 2 hémisphères dorment en même temps. Est-ce qu'il y a une forme de protection ici? Parce qu'ils sont souvent en mouvement, les dauphins, et d'autres cétacés également. Donc, c'est une espèce assez particulière. Et il y a des collègues en Californie, à San Diego, qui étudient justement ces espèces-là et leur sommeil. Est-ce que vous avez accumulé une dette de sommeil? On entend parler beaucoup d'économie ces jours-ci, de toutes sortes de dettes. Mais vous, est-ce que vous avez accumulé une dette de sommeil? Bien, une bonne façon de le savoir, c'est de vous poser quelques questions. D'abord, est-ce que vous dormez moins de 6 heures? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des différences individuelles et que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de 8 heures. Mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'en tirer avec 4-5 heures de sommeil. En général, si on dort moins de 6 heures par période de 24 heures, il y a de très fortes chances qu'on accumule une petite dette de sommeil. Et au fil des semaines et des mois, ça peut devenir une grosse dette. Si vous n'êtes jamais reposé le matin au lever, je ne parle pas tout de suite en vous ouvrant les yeux, mais 1 heure après être éveillé, si vous ne vous sentez jamais reposé, il y a de bonnes chances que vous accumuliez une dette de sommeil. Si vous devez constamment combattre le sommeil le jour, c'est un autre indicateur. Le manque de sommeil, c'est clair que ça va perturber votre performance, votre énergie et votre humeur. Et si vous rêvez constamment de faire la sieste, encore une fois, peut-être que vous avez accumulé une dette de sommeil. Une bonne façon de le faire aussi, d'évaluer votre sommeil, c'est de garder un petit journal de bord. L'heure à laquelle vous allez vous coucher, l'heure à laquelle vous vous levez le matin et indiquer le nombre d'heures approximatif que vous avez dormi et vous allez peut-être avoir des surprises au bout de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui vont compenser pour une dette de sommeil la semaine parce qu'ils brûlent la chandelle par les 2 bouts en dormant un peu plus tard la fin de semaine en faisant une sieste. Et pour bien des gens, ça va suffire. Mais si on ne récupère pas à un moment donné, ça va nous rattraper. C'est quoi justement les conséquences d'une restriction chronique de sommeil? Même si cette restriction-là est légère, c'est certain que le premier impact, c'est de causer de la fatigue, une baisse d'énergie le jour. Pas juste de la fatigue, mais aussi de la somnolence. Donc, notre temps de réaction augmente. Donc, baisse d'énergie, baisse de motivation, ça ne nous dit plus de faire certaines choses qu'on aimait faire auparavant. À la limite, ça peut venir nous chercher au niveau de l'humeur et peut même engendrer une humeur dépressive. Au niveau des habiletés cognitives ou mentales, c'est certain que lorsqu'on est en manque de sommeil, que notre capacité d'attention n'est pas la même, notre concentration, jugement. La plupart des expériences qui ont été faites sur la privation de sommeil, ça date de plusieurs décennies, mais on faisait ça avec des militaires. On plaçait les militaires en situation extrême de privation de sommeil, puis après ça, on leur faisait faire différents tests de performance. On évaluait leur jugement aussi pour vraiment tester les limites, dans quelle mesure ces gens-là peuvent être dans une situation périlleuse si on pousse à la limite ce manque de sommeil. Et sur le plan plus de santé publique, vous avez probablement lu dans les journaux dans les derniers mois, il y a beaucoup d'études qui se font et qui ont rapporté qu'il y a un lien important entre le manque de sommeil et les risques d'obésité. Pendant notre sommeil, on produit un grand nombre d'hormones, mais il y en a une, entre autres, la leptine qu'on produit. Et si on manque de sommeil, il y a une plus faible production de cette hormone-là et les gens ont tendance à manger davantage. C'est une hormone qui a un effet, en quelque sorte, de contrôler l'appétit.
Et lorsqu'on manque de sommeil, bien, on est à risque plus élevé. Et je ne parle pas nécessairement d'insomnie ici, je parle vraiment d'une privation de sommeil. Les gens qui n'arrivent jamais à aller chercher le nombre d'heures de sommeil qu'ils ont besoin. Risque aussi pour le diabète. Et on sait depuis un bon bout de temps aussi qu'il y a un lien important entre privation de sommeil, insomnie et dépression. On a longtemps pensé que l'insomnie, c'était simplement un symptôme de dépression. On avait juste à traiter la dépression et le problème de sommeil allait disparaître. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'une insomnie chronique, non traitée, à elle seule, peut engendrer des risques accrus de faire une dépression majeure à long terme. Et parmi les cliniciens maintenant, le message qu'on leur communique, c'est si vous avez une personne qui vient vous consulter avec un problème d'insomnie et de dépression, n'assumez pas que si vous traitez la dépression, que ça va régler le problème de sommeil. Vous devez traiter les deux de front parce que le symptôme le plus fréquent suite à un traitement de la dépression, symptôme qu'on dit résiduel, qui persiste s'il n'est pas traité, c'est l'insomnie et la fatigue. Donc, ça engendre des risques de rechute à long terme. Donc, vraiment, ça, c'est le message qu'on donne à nos collègues professionnels de la santé, de traiter à la fois le problème de sommeil et le problème de dépression lorsqu'une personne présente les deux problèmes cliniques. L'impact du manque de sommeil au niveau de la santé publique. Ici, bon, un peu difficile peut-être à voir, mais c'est juste pour illustrer, la performance à une tâche cognitive va se détériorer en fonction de la durée de l'éveil. Ce que ça veut dire, c'est que plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, moins bien on va performer à une tâche qui demande de l'attention. Ça peut être la conduite automobile, ça peut être un petit test sur ordinateur. Mais on voit ici, quand ça fait jusqu'à 18 heures d'éveil, ça veut dire si on s'est levé le matin à 6 heures, jusqu'à 6 heures le lendemain soir, à la limite jusqu'à minuit, qu'on va performer relativement bien. Mais par la suite, si on pousse les limites, on se force à rester éveillé, on voit que la performance diminue très, très rapidement. Et lorsque ça fait 21 heures consécutives qu'on est éveillé, la performance d'un individu est équivalente à celle de quelqu'un qui a consommé de l'alcool et qui a un taux d'alcoolémie de 0,08. Donc, si on prend juste cet exemple-là, au niveau de la conduite automobile, nos jeunes qui vont veiller jusqu'à 2-3 heures du matin, s'ils sont éveillés depuis 6 heures le matin précédent, qui ont dû se lever pour aller à l'école et qui sont au volant, bien, dites-vous que ces jeunes-là sont à risque. Je parle des jeunes, pas juste les jeunes, toutes les personnes, que ce soit les médecins qui travaillent, qui sont sur ou les infirmières qui sont sur des quarts de travail, qui doivent rester éveillés pendant plusieurs heures consécutives. Passer une vingtaine d'heures d'éveil, c'est dangereux. Alors, il faut faire attention. Si on a à prendre le volant, idéalement, on ne devrait pas le prendre parce que vous voyez qu'on a fait des comparaisons et la performance est équivalente à un taux d'alcoolémie de 0,08. Ici, on voit que c'est la fréquence des accidents en fonction du moment de la journée. La seule chose que je veux vous montrer ici, c'est que la prévalence des accidents est beaucoup plus élevée au cours de la nuit, même si la circulation est moins dense. Il est certain que peut-être c'est relié à la consommation d'alcool, mais ce qu'on veut mettre en évidence ici, c'est que le niveau de vigilance est beaucoup plus bas la nuit que le jour. Et ça, c'est en lien direct avec la température corporelle. Donc, le manque de sommeil, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que ça a des conséquences sérieuses pour la santé physique, psychologique et la santé publique. Et les bienfaits de la sieste, bien, c'est clair que la sieste peut être très bénéfique pour les personnes qui ont accumulé une dette de sommeil, une dette ponctuelle. Donc, la sieste, même une petite sieste de 15-20 minutes va améliorer le niveau d'attention, ce qu'on appelle le power nap. Ça va nous redonner un bon niveau d'attention, de vigilance, et ça améliore notre rendement pour les heures subséquentes. La durée optimale d'une sieste, 30 à 45 minutes, mais même une petite sieste de 15-20 minutes, là, si vous devez conduire une longue distance et que vous sentez la somnolence vous envahir, stationnez-vous dans une aire de repos ou peu importe. Mais si vous arrivez à faire une petite sieste de 15-20 minutes, c'est beaucoup mieux qu'un café ou de monter la musique ou de baisser la fenêtre. La sieste, le meilleur remède pour le manque de sommeil, c'est le sommeil. C'est pas la caféine, c'est pas la température, c'est vraiment le sommeil. Pour l'insomniaque, je vais y revenir tout à l'heure, mais on la déconseille parce que même si ça peut aider sur une base très situationnelle, ça se trouve à prolonger notre problème de sommeil. Donc,
on la déconseille chez les personnes qui souffrent d'insomnie. D'ailleurs, c'est le prochain volet de ma présentation. Donc, il y a différents types d'insomnie. Il y a des personnes qui ont des problèmes à trouver le sommeil en début de nuit, d'autres qui se réveillent dans le milieu de la nuit et ont de la difficulté à se rendormir. Et il y en a qui n'ont aucun problème à s'endormir, ils vont filer ça pour 4-5 heures, mais quand ils se réveillent, c'est fini, il n'y a pas moyen de se rendormir. 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et ça, on parle de réveil matinal prématuré. D'autres ne se plaignent pas nécessairement de difficultés à initier ou à maintenir le sommeil, mais ils se réveillent le matin et ils ont vraiment l'impression que ça peut être un sommeil réparateur, un sommeil de qualité. Donc ici, on parle justement de sommeil non réparateur. Et on veut faire la distinction avec la privation de sommeil. Donc, dans ces cas-ci, ce sont des difficultés qui se produisent malgré l'opportunité de dormir. Donc, si vous devez vous rendre à l'urgence et que vous devez passer une nuit blanche là, on ne parle pas d'insomnie. C'est une forme d'insomnie, mais ce n'est pas la même forme d'insomnie qu'une personne qui va se coucher à 11 heures et que toutes les circonstances sont mises en place pour dormir, mais que la personne n'arrive pas à trouver le sommeil. On a fait plusieurs enquêtes sur la prévalence de l'insomnie. On en a fait une ici au Québec il y a quelques années. Et selon la définition qu'on utilise, il y a des taux de prévalence qui varient beaucoup. Mais il y a essentiellement une personne sur 4 qui se dit insatisfaite de son sommeil. Donc, c'est beaucoup. Ce n'est pas nécessairement tous des cas d'insomnie. Mais si on parle de symptômes d'insomnie, donc une personne qui présente l'une des 4 difficultés que j'ai mentionnées dans la diapo précédente, c'est à peu près 17 % des gens. Et si on parle d'un trouble d'insomnie, un diagnostic d'insomnie, c'est à peu près 10 %. Donc ça veut dire qu'une personne a de la difficulté soit à s'endormir ou à rester endormie 3 nuits ou plus par semaine et que ça dure pour plus d'1 mois et qu'en plus de ça, elle a des problèmes le jour à cause qu'elle dort mal la nuit. Problèmes de fatigue, d'attention, de concentration. Donc ça, c'est les principaux critères qui peuvent vous permettre de déterminer si vous avez ou non un problème d'insomnie. Si vous faites de l'insomnie uniquement le dimanche soir avant de rentrer au travail le lundi, peut-être parce que vous avez fait la grasse matinée, vous avez fait la sieste, bien là, il ne faut pas s'en préoccuper outre mesure. Mais si ça revient à répétition, bien, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait pour améliorer votre sommeil. Donc, l'impact de l'insomnie se situe à plusieurs niveaux. En termes de qualité de vie, de fatigue, je l'ai mentionné, problèmes d'attention, de concentration, perturbation de l'humeur, beaucoup d'irritabilité qui est associée à l'insomnie chronique. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à interagir avec les autres suite à plusieurs mauvaises nuits de sommeil. Et il y a des coûts socio-économiques importants. Une de mes étudiantes a complété sa thèse de doctorat justement là-dessus, Megan Daly, il y a quelques années, et elle chiffrait les coûts de l'insomnie pour une personne qui souffre d'insomnie à environ 5 000 $ par année. Pas juste en termes de consommation de toutes sortes de produits pour traiter l'insomnie, mais beaucoup plus en termes d'absentéisme du travail, de baisse de productivité au travail. Donc, les coûts, ce qu'on dit indirects, sont beaucoup plus élevés que les coûts directs, c'est-à-dire ceux qui sont associés au traitement de la maladie. Les causes, qu'est-ce qui garde ces gens-là éveillés la nuit? Bien, il y en a plusieurs. Je vais vous dire, lorsqu'on voit une personne en consultation qui se plaint d'insomnie, faut adopter un peu une attitude de détective parce qu'il faut regarder du côté psychologique, du côté physique, du côté pharmacologique, du côté environnemental. Il y a vraiment toute une panoplie de causes possibles. Et je ne les passerai pas toutes en revue, mais juste les mentionner brièvement. Il est clair que les facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, la dépression, ce sont les causes les plus communes de l'insomnie. Mais on a vu tout à l'heure aussi que ça peut être des conséquences, surtout pour la dépression. Une personne peut avoir des difficultés à dormir parce qu'elle est déprimée, mais elle peut devenir déprimée parce qu'elle a des difficultés à dormir. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Plusieurs conditions médicales, mais certainement toutes celles qui produisent la douleur risquent de perturber le sommeil. Les facteurs environnementaux, le bruit, la lumière, les températures excessives, trop chaudes, trop froides, l'altitude élevée est aussi une cause d'insomnie. Il y a une baisse d'oxygène dans le sang et ça va créer non seulement de l'insomnie, mais ça peut créer des problèmes d'apnée du sommeil aussi.
Et il y a d'autres troubles du sommeil qui peuvent causer de l'insomnie. Ma collègue Céline Bastien va sûrement en parler tout à l'heure, mais à l'occasion, le problème qu'on perçoit, c'en est un d'insomnie, mais il peut y avoir d'autres causes de cette insomnie. Des problèmes d'apnée, de mouvements périodiques des jambes, d'impatience musculaire, et ainsi de suite. Même les cauchemars peuvent causer de l'insomnie de façon secondaire. Une personne qui a des cauchemars de façon récurrente, qui rêve qu'elle s'est fait abuser physiquement, sexuellement, ou encore les militaires qui reviennent d'Afghanistan, d'Irak, ont souvent de sérieux problèmes de cauchemars et de façon secondaire peuvent développer de l'insomnie. Ils ont tellement eu peur dans leurs rêves que lorsqu'ils se réveillent, ils ne veulent pas se rendormir. Quels sont les facteurs de vulnérabilité? Et il y en a plusieurs. C'est certain qu'au niveau psychologique, la personne qui a un tempérament anxieux, qui a de la difficulté à lâcher prise le jour, risque fort d'avoir de la difficulté à lâcher prise lorsqu'elle va se coucher le soir. Je caricature souvent les insomniaques ou les bons dormeurs en disant que les bons dormeurs, habituellement, disent ce qu'ils ont à dire le jour, puis le soir, ils vont se coucher, puis ils dorment sur leurs deux oreilles. Chez les insomniaques, il y a beaucoup de, comment on dirait en français, mais en anglais, on dit second guessing. J'aurais donc dû, est-ce que j'ai bien fait? Il y a beaucoup de si, mais. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils vont se coucher, ils ruminent. Ils ruminent beaucoup sur ce qui s'est passé dans la journée. Ils ruminent sur ce qui va venir la journée suivante. Et à l'occasion aussi, c'est simplement qu'ils ne sont pas capables d'arrêter de penser. Ce n'est pas toujours des pensées anxieuses, mais ils ne sont pas capables de mettre la switch à off, si vous me permettez l'expression. Ça, c'est sur le plan psychologique. Aussi, on sait qu'il y a certains traits de personnalité qu'on peut associer à l'insomnie. J'ai parlé du tempérament anxieux. Bon, on retrouve souvent des gens qui sont très perfectionnistes, qui souffrent d'insomnie. Mais il n'y a pas un profil type qui va faire à tout le monde. Sur le plan biologique, c'est certain qu'une des principales caractéristiques de l'insomnie, c'est une forme d'hyperactivation physiologique. Ces gens-là qui souffrent d'insomnie ont de la difficulté à retourner au neutre. S'il y a quelque chose qui les stresse le jour, c'est comme s'ils restaient stressés toute la journée et ça les suit lorsqu'ils vont se coucher le soir. Donc, il y a certainement une forme d'hyperactivation physiologique, biologique qui prédispose à l'insomnie. Et sur le plan démographique, les femmes sont à risque plus élevé. Les taux d'insomnie sont 2 fois plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Pour d'autres problèmes, comme l'apnée, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, il y a certaines périodes de la vie, certainement les périodes entourant la ménopause, il y a des changements hormonaux importants qui vont être associés à une incidence beaucoup plus élevée de l'insomnie à ce moment-là. Donc, avec les bouffées de chaleur, l'insomnie est souvent un deuxième problème. Et même si l'hormonothérapie va régler les bouffées de chaleur, dans bien des cas, l'insomnie va persister par la suite. De nouvelles données maintenant aussi qui suggèrent que si on a des antécédents familiaux d'insomnie, qu'on est à risque plus élevé. Est-ce que c'est un phénomène génétique ou est-ce que c'en est un d'apprentissage? On voit nos parents réagir d'une telle manière suite à une mauvaise nuit de sommeil. Souvent, ça fait boule de neige, ça, et une mauvaise nuit en emmène une deuxième et une troisième. Donc, lorsqu'on parle d'insomnie, on distingue entre 3 types de facteurs. Les facteurs de vulnérabilité ou ceux qui prédisposent, les facteurs qui précipitent l'insomnie. Ça, c'est les événements de vie stressants, importants. Ça peut être un décès, ça peut être une naissance, un mariage, une séparation. Tous ces facteurs-là risquent de déclencher de l'insomnie. Mais la plupart des gens qui sont normalement de bons dormeurs, même s'ils vont développer de l'insomnie pendant quelques nuits, ces gens-là vont retrouver un sommeil normal assez rapidement. Mais pour un certain groupe d'individus, même lorsque l'élément déclencheur disparaît ou s'estompe, c'est comme si ces personnes-là, pour qui ces personnes-là, l'insomnie développait sa propre vie. Ces personnes-là ne se préoccupent plus du fait que, bon, ils se sont séparés ou ils ont passé par-dessus la réaction de deuil. Là, ils se préoccupent du fait qu'ils ne dorment plus. Et c'est comme s'ils ont développé une forme d'association entre leur chambre à coucher, l'heure du coucher et la frustration de ne pas dormir. Donc, l'insomnie devient en quelque sorte un phénomène de conditionnement.
Et c'est ici qu'on va parler des facteurs d'entretien ou perpétuants. Ça, c'est les facteurs qui prennent la relève, qui vont perpétuer le problème de sommeil. Faire la sieste le jour chez un insomniaque, ça peut être très bénéfique à court terme, mais à long terme, ça fait partie des facteurs qui perpétuent le problème. Se lever trop tard le matin, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est plus naturel suite à une mauvaise nuit de sommeil que de se lever un peu plus tard le lendemain? Mais à long terme, ça va avoir un effet inverse et ça va perpétuer le problème. Quelques mots sur le problème de sommeil chez les travailleurs de nuit. C'est peut-être les plus grands insomniaques, les gens qui travaillent de nuit, qui essaient de dormir le jour. Les humains, on n'est pas fait pour dormir de jour, on est fait pour dormir la nuit. Donc, dès le moment où on essaie d'aller contre Mère Nature, ça devient extrêmement difficile. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un chronotype qui est plutôt nocturne, des gens qui s'adaptent plus facilement. Les jeunes s'adaptent plus facilement, mais après ce qu'on considère une période critique de 7 années de travail de nuit, ça devient beaucoup plus difficile de gérer ces horaires-là. Donc, une personne qui travaille de nuit, qui rentre à la maison le matin, elle va se coucher vers 7h30, 8h, va avoir beaucoup de difficultés à faire un 8 heures de sommeil en ligne le jour. Habituellement, elle va dormir 3-4 heures, elle va se lever, ou elle va essayer de forcer le sommeil, mais au bout de la ligne, là, la prévalence de l'insomnie est beaucoup plus fréquente chez ces gens-là et on estime que ces gens-là dorment l'équivalent d'une nuit de moins par semaine que les travailleurs de jour qui dorment la nuit. Donc, lorsqu'on parle de dette de sommeil, ces gens-là en accumulent une très bonne. Et ce n'est pas pour rien qu'on lit périodiquement dans les journaux qu'il y a eu un accident le matin, aux petites heures du matin, il n'y a pas de trace de freinage, quelqu'un s'est endormi au volant en rentrant à la maison après un quart de travail de nuit. Il faut être extrêmement prudent si on doit travailler sur des quarts de nuit parce que les risques d'accident sont très, très élevés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre, je pense que j'avais commencé à 1h10, donc je vais poursuivre encore un petit 7-8 minutes pour parler de stratégie. Est-ce qu'il y a autre chose que de compter des moutons qu'on peut faire pour régler les problèmes de sommeil? Donc, il y a différentes options de traitement. On parle des produits sans ordonnance. À peu près tous les produits sans ordonnance contiennent le même ingrédient. C'est un antihistamine qu'on retrouve comme dans le Benadryl. Donc, ici, on parle du Nitol, du Sominex, du Unison. Prenez-le pas en note parce que ce n'est pas recommandé. Mais c'est très disponible. On n'a pas besoin d'une prescription. Puis, si on a eu plusieurs mauvaises nuits de sommeil, on va se présenter à la pharmacie. Il y en a des tablettes pleines de ces produits-là. Mais même si on sait que ça produit une certaine somnolence, habituellement, ce n'est pas suffisamment puissant pour régler un problème d'insomnie sérieux. Alors, et souvent, ça produit des effets secondaires qui sont pires que les médicaments qui sont prescrits par le médecin. Alors, c'est préférable de ne pas utiliser ces produits-là. Il y a toute une gamme aussi de produits naturels et de suppléments diététiques, que ce soit la mélatonine, la valériane, Kava, et il y en a encore une fois toute une panoplie. Il faut faire attention. La mélatonine peut être utile pour les personnes qui ont des problèmes reliés au travail de nuit, décalage horaire, mais ça ne fonctionne pas comme un hypnotique. Ça va nous permettre de régulariser notre horloge biologique un peu, mais on ne peut pas dire qu'on va prendre ça à 10 heures le soir en espérant de dormir une demi-heure plus tard. Ça ne fonctionne pas comme ça. La valériane a des effets hypnotiques modestes. Encore une fois, ça peut être utile lorsqu'on l'utilise sur une période prolongée, mais ça ne fonctionne pas du tout comme un hypnotique. Et après ça, on a les approches comportementales, psychologiques et pharmacologiques. Je vais dire quelques mots sur les médicaments. Donc, il y a toute une panoplie de médicaments qui sont prescrits contre l'insomnie. Ici, ce n'est pas juste au Québec, au Canada. Il y en a plusieurs là-dedans qui ne sont pas disponibles au Canada. Au Canada, on a le Dalman, Restoril, le Halcyon, je ne sais même pas s'il est encore disponible. Les autres ici, Prosom, Doral, Ambien, ce n'est pas disponible. Lunesta, ici, c'est le Zopiclone. Et avant longtemps, je pense que le mois prochain, il y a un nouveau médicament qui arrive ici sur le marché. Ça doit faire, je pense, à peu près 25 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux médicaments contre l'insomnie au Canada. Il y en a plusieurs qui deviennent disponibles aux États-Unis, mais malheureusement, et souvent ils sont homologués par Santé Canada, mais ils ne sont jamais commercialisés au Canada, simplement parce que les compagnies pharmaceutiques ont peur aux États-Unis que si on amène ces médicaments-là sur le marché au Canada, que les Américains vont traverser la frontière et se procurer des médicaments
à moindre coût au Canada que ce que ça en coûte aux États-Unis. Alors, on est un peu pénalisé à cause de ce volet économique et c'est très dommage parce que les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui, je dirais, sont beaucoup plus utiles que ceux qu'on avait auparavant. Ils sont plus utiles et il y a beaucoup moins d'effets indésirables à court terme. Donc, en termes de bénéfices, à court terme, il n'y a aucun doute que la plupart des médicaments prescrits qui sont spécifiquement approuvés pour le traitement de l'insomnie vont aider à améliorer le sommeil. Ils vont réduire le délai d'endormissement, réduire le nombre et la durée des éveils nocturnes et vont augmenter la durée du sommeil, pas par 3 heures. Là. Habituellement, ils vont ajouter 30 à 45 minutes. Donc, une personne qui dort 5 heures ne dormira pas 8 heures, même avec le meilleur somnifère sur le marché. On peut peut-être gagner jusqu'à 1 heure, mais... Et ça, il faut se rappeler que c'est à court terme. Lorsqu'on utilise un somnifère à toutes les nuits pendant une période prolongée, c'est comme l'alcool, ça perd de son effet graduellement. On développe une forme d'habituation et on doit augmenter la dose pour obtenir les mêmes effets. Et lorsqu'on atteint la dose maximale qui est sécuritaire, on est pris dans un cul-de-sac. On essaie de diminuer la médication et là, on fait l'expérience de ce qu'on appelle une insomnie de rebond. Donc, on dort encore plus mal qu'on dormait au départ. Alors, il faut vraiment voir le somnifère comme une bouée de secours qui peut justement nous aider à sortir d'un impasse pendant quelques nuits, à la limite quelques semaines. Mais si vous utilisez un somnifère depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui, probablement ici dans la salle, qui en utilisent depuis plusieurs mois, plusieurs années, ils vont dire, ben moi j'ai l'impression que ça fonctionne encore. C'est possible, mais c'est plus l'exception que la règle. Et ces médicaments-là, habituellement, vont nous aider à mieux dormir, mais ils vont venir altérer un peu les cycles de notre sommeil. Souvent, ils vont diminuer les stades 3 et 4. Ils augmentent la durée, mais ils peuvent abaisser la qualité du sommeil. Et si les médicaments fonctionnent aussi, c'est parce qu'ils viennent un peu brouiller notre niveau de conscience. La plupart des benzodiazépines, comme l'Ativan, le Mogadon, le Dalman, ces médicaments-là ont un effet d'amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'ils vont venir brouiller notre mémoire. Après avoir pris la médication, on se trouve à perdre un petit peu la notion du temps et on ne se rappelle pas qu'on s'est réveillé au cours de la nuit. Donc, c'est ce qui explique que certaines personnes ont l'impression de bien dormir avec une médication, mais lorsqu'on enregistre leur sommeil en laboratoire, on se rend compte que leur sommeil est encore très perturbé. C'est simplement qu'ils ne se rappellent pas aussi facilement des périodes d'éveil que lorsqu'ils ne prennent pas de médication. Ce n'est pas le seul mécanisme qui explique que les gens continuent de prendre la médication. Il y a aussi des gens qui développent une forme de dépendance. Elle est psychologique, souvent plus qu'autre chose. Lorsque vous êtes habitué de prendre un petit somnifère et que vous vous endormez au bout de 15 minutes, c'est difficile de s'en défaire et d'accepter que ça va peut-être prendre 1 heure et demie avant de trouver le sommeil ou de se réveiller puis de ne pas être capable de se rendormir par la suite. Donc, souvent, on se retrouve dans ce genre de cercle vicieux-là et c'est difficile de se défaire de la médication. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a toute une série de consignes que vous pouvez mettre en pratique. D'abord, je disais au début de la conférence qu'il ne faut pas augmenter le temps passé au lit, il faut plutôt le réduire. Donc, c'est très important de limiter le nombre d'heures passées au lit au nombre d'heures réelles de sommeil que vous obtenez. Donc, si vous passez 8 heures au lit, mais vous endormez seulement que 6, au lieu d'augmenter le nombre d'heures au lit, vous devriez diminuer à 6. Parce que de toute façon, vous ne dormez pas plus que 6 heures. Donc, au lieu d'aller vous coucher à 11 heures, vous vous couchez à minuit, puis au lieu de vous lever à 7 heures, vous vous levez à 6 heures. Donc, on se trouve à compresser la fenêtre de sommeil. Et là, l'efficacité du sommeil va être drôlement améliorée. Habituellement, vous allez dormir peut-être 90% du temps que vous passez au lit. Par la suite, vous pouvez peut-être augmenter un petit peu. Vous vous redonnez un petit 15 minutes, un autre petit 15 minutes, jusqu'à ce que vous ayez la durée optimale de sommeil. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode pour, en quelque sorte, apprivoiser l'insomnie. C'est aussi important de se donner du temps pour décompresser au cours de la soirée. On ne peut pas travailler jusqu'à la dernière minute, puis aller se coucher, éteindre les lumières, puis espérer que
tout de suite, notre cerveau va cesser de fonctionner. Donc, il faut se donner une certaine période pour décompresser. Aller au lit uniquement lorsqu'on est somnolent. Il y a des gens qui vont se coucher à... Il y en a qui vont se coucher à 9 h pour être certains qu'ils vont dormir à 10 h ou 10 h 30. C'est pas une bonne idée. On va se coucher lorsqu'on est somnolent seulement. Et si on n'arrive pas à trouver le sommeil à l'intérieur de 10-15 minutes, on ne devrait pas forcer la note, on devrait sortir du lit et aller dans une autre pièce et revenir au lit uniquement lorsqu'on va se sentir à nouveau somnolent. Donc, on peut jouer au yo-yo un petit bout de temps les premières nuits, mais lorsqu'on applique ces consignes-là de façon très, je dirais, rigide, systématique, ça vient qu'à donner des résultats et ça ne prend pas beaucoup de temps. Se lever à la même heure chaque matin, c'est très important, ça. Ça ne sert à rien de prolonger notre nuit si on ne dort pas ou parce qu'on s'est endormi à 2 h du matin et rester au lit jusqu'à 10 h. C'est pas une bonne idée parce qu'on va en payer le prix la nuit suivante. Donc ça, c'est vraiment important de suivre toutes ces consignes-là. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça demande d'effort, ça demande motivation, ça demande un peu plus de temps qu'un somnifère, mais les effets sont durables. Qu'est-ce qu'il y en est pour ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil? C'est clair que la caféine et la nicotine, c'est des stimulants et on doit les éviter quelques heures avant d'aller au lit. La caféine après l'heure du souper, il faut oublier ça. Et si on est sensible, on devrait couper toute caféine après 4 heures d'après-midi. L'alcool, c'est peut-être utile pour une personne qui est tendue, ça va l'aider à relaxer, mais il y a un prix à payer pour ça. Une fois qu'on métabolise l'alcool, donc on fait comme un petit mini-syndrome de sevrage et le sommeil est beaucoup plus perturbé dans la deuxième moitié de la nuit. Donc, l'alcool, c'est vraiment à éviter aussi, comme aide pour dormir. Il n'y a pas de diète miracle pour faire une bonne nuit de sommeil. Vraiment, il faut éviter les excès. C'est surtout ça, mais il n'y a pas de diète en particulier qui vont favoriser le sommeil. Et pour ce qui est de l'activité physique, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Si on s'entraîne trop près de l'heure du coucher, ça va avoir un effet stimulant et ça va perturber le sommeil. Trop tôt dans la journée, ça peut être bon pour la santé physique en général, mais ça va avoir moins d'impact sur le sommeil. Le meilleur moment pour en bénéficier sur le plan sommeil, c'est en fin d'après-midi, en début de soirée. Et la raison qui explique ça, c'est que lorsqu'on s'entraîne, ça produit une augmentation de la température corporelle et quelques heures plus tard, il va y avoir une baisse de la température corporelle. Et ça peut correspondre à peu près à l'heure où on va se coucher, ça va faciliter l'endormissement et une meilleure qualité. Il y a des études qui ont montré qu'un entraînement physique régulier chez les personnes âgées leur permet de regagner un peu du sommeil lent profond qu'ils ont perdu avec le vieillissement. Donc, c'est vraiment une bonne pratique, pas juste pour la santé en général, mais pour le sommeil aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ne sont pas capables d'arrêter de penser lorsqu'ils vont se coucher? Je pense qu'on devrait tout simplement essayer de déplacer cette période d'inquiétude à un autre moment de la journée. Donc, de façon systématique, on va leur demander de prévoir un 15 minutes, soit en début de soirée, en fin de journée, ou ailleurs que dans la chambre. Ils vont mettre sur papier les inquiétudes qu'ils ont. Ils vont faire leur planification à ce moment-là, puis ils vont faire la résolution de problèmes. On essaie de leur faire vider leur esprit avant d'aller au lit. Si ça revient à l'heure du coucher, on leur demande de sortir du lit et aller faire le même exercice à l'extérieur de la chambre à coucher. Et c'est bien important aussi de travailler au niveau des attitudes. On doit travailler au niveau des comportements, des habitudes, des horaires. Mais au niveau des attitudes, c'est bien important aussi. Donc, il faut garder des attentes réalistes. L'idée qu'on a toujours besoin de 8 heures de sommeil, il faut faire attention. Si on blâme toujours l'insomnie pour tout ce qui va mal le jour, c'est certain qu'on se met de la pression additionnelle le soir venu pour avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que si j'ai mal fonctionné aujourd'hui, que j'ai fait plein d'erreurs au travail, puis c'est parce que j'avais mal dormi la nuit précédente, là, j'ai besoin d'avoir une bonne nuit la prochaine nuit parce que j'ai tellement de travail à faire le lendemain. Vous voyez, on a toujours ce genre de monologue interne-là et il faut corriger ça parce que ça contribue à perpétuer le problème du sommeil. Et il ne faudrait jamais essayer de dormir. On ne peut pas induire le sommeil sur commande. Tout ce qu'on peut faire, c'est de créer des circonstances qui sont propices au sommeil, mais on ne peut pas induire le sommeil. La pire erreur qu'on peut faire, en fait, c'est d'essayer de forcer le sommeil. À coup sûr, ça va vous garder éveillé plus longtemps.
et de ne pas dramatiser après une nuit d'insomnie. C'est sûr que c'est désagréable, mais il ne faut pas dramatiser la situation. Puis si vous restez à la maison, vous prenez une journée de maladie à cause de ça, vous allez avoir toute la journée pour y penser, pour ruminer sur le fait que vous avez mal dormi. Alors, on encourage les gens à continuer de vaquer à leurs occupations, même après une mauvaise nuit de sommeil. Et dans une certaine mesure, il faut développer une certaine tolérance aux effets de l'insomnie. C'est sûr que l'insomnie, ça a un impact négatif, mais il faut essayer de continuer de fonctionner en dépit de l'insomnie. Et c'est souvent ces petits changements-là qui vont faire en sorte qu'on va vaincre l'insomnie ou, à tout le moins, on va l'apprivoiser. Et au lieu d'en être affecté à toutes les nuits de la semaine, si on arrive à réduire ça à 1 ou 2 nuits par semaine, déjà on a fait un bon bien. Et apprendre à relaxer, que ce soit au niveau musculaire, cognitif. Mais lorsque les gens me disent ben, « j'ai tout essayé ça », il faut se poser la question « qu'est-ce que vous avez essayé exactement ?» Oui, j'ai acheté une cassette de relaxation, mais vous l'avez écouté combien de fois? Vous l'avez mis en pratique combien de fois? Ça ne s'apprend pas, ça, dans une journée. Il faut vraiment écouter les cassettes ou suivre les consignes qu'on nous donne, les mettre en pratique pendant plusieurs jours consécutifs, réserver un moment spécifique pour le mettre en application, pas au moment lorsqu'on est anxieux à l'heure de coucher, on le fait le jour lorsqu'il n'y a pas d'autre interruption pour arriver à bien maîtriser ces techniques-là. Et c'est vraiment avec la pratique que ça va payer. Alors voilà, c'était ma conférence sur le sommeil et l'insomnie. Quelques mots sur les recherches en cours à l'Université Laval. On a plusieurs recherches, que vous soyez insomniaque ou bon dormeur. On a plein d'étudiants gradués, ma collègue Céline Bastien et moi, qui sont toujours à la recherche de participants. J'ai laissé des pamphlets à l'arrière de la salle pour les personnes qui seraient intéressées d'avoir plus d'informations sur les projets en cours avec des numéros de téléphone. On a des étudiants de doctorat qui ne demanderaient pas mieux que de vous accueillir dans leur projet de recherche. Et encore une fois, autant si vous êtes bon dormeur que si vous avez un problème de sommeil. La dernière diapositive, mon collègue Simon Grondel a mentionné ce livre, « Vaincre les ennemis du sommeil ». Je ne peux pas prendre ma retraite encore avec les royautés de ce livre-là, mais j'ai des bons commentaires à l'effet que l'information est facile d'accès et voilà. Et il y a aussi, nous avons aussi un site web où vous pouvez avoir de l'information sur les recherches en cours au Centre d'études des troubles du sommeil. Il y a la Société canadienne du sommeil aussi qui a des pamphlets d'information en français sur différents problèmes de sommeil. Alors, je vous invite à consulter ces sites-là. www.scs.to et l'autre, c'est www.cets.ulaval.ca.